On tient à remercier Best Buy, fournisseur officiel pour tout l'équipement technologique du studio de la Commission athlétique. Radar, le podcast. Avec Pierre Lebrun et Anthony Desaulniers. 26 février 2025, bienvenue à un autre épisode de Radar avec le seul et l'unique Pierre Lebrun. Salut Pierre! Salut Anthony, comment ça va? Ça va bien. On se parle au lendemain, quelques jours après la compétition des 4 nations qui est officiellement terminée. Pierre, tu l'as vécu de l'intérieur, tu as eu la chance de vivre ça de A à Z. Quand on a pitché ce projet-là à la Ligue nationale de hockey, on ne pouvait pas espérer meilleur scénario qu'une finale Canada-États-Unis qui se rend jusqu'en prolongation comme ça. Ben, j'imagine, tu sais, la Ligue va jamais admettre ça, évidemment. On a 4 équipes, ça peut être toutes sortes de combinaisons, là. Mais oui, ça a été un succès incroyable dans les Ligues. Parce que, tu sais, aux États-Unis, on parlait de ce tournoi sur des réseaux de nouvelles où on parle jamais de hockey. Alors, ça a eu le genre d'attention qu'on n'est pas habitué pour la Ligue nationale, surtout en comparaison, durant ce temps-là, du match des étoiles de la NBA, qui a été critiqué encore une fois, mais tu sais, les matchs des étoiles dans toutes les ligues seront critiqués, incluant la Ligue nationale. Mais oui, ça a été un succès incroyable. Les frères Tkachuk, surtout, qui continuent de faire les talk shows. Cette semaine, évidemment, une victoire des États-Unis, ça aurait été encore plus spécial, probablement, pour grandir le sport aux États-Unis, là, mais en même temps, c'est un succès d'une façon ou l'autre. Comment c'est perçu, ça? On en parle quand même beaucoup ici au Québec, des frères Tkachuk qui font le tour de Jimmy Fallon, puis là, on va à Spitting Chicklets, puis on se promène un peu partout, puis on fait parler de nous. Comment est-ce que c'est reçu au sein de la Ligue nationale de hockey? Est-ce que ça dérange des gens? Je présume que Gary Bettman est content puis se frotte les mains parce que ça fait grandir le sport, mais y a-tu des gens qui trouvent que prennent peut-être un peu trop de place puis se mettent un peu trop en avant-plan, non seulement au sein de l'équipe américaine, mais en plus du côté des perdants? Comment tu vois ça? Ben, chez la Ligue à New York, on adore ça parce que encore une fois, c'est le genre d'attention qu'on n'est pas habitué à la Ligue nationale, les shows qu'ils font. C'est sûr qu'à l'intérieur des gens de hockey, là, les gens traditionnels de hockey, old school, on trouve ça un peu bizarre, peut-être que c'est l'équipe perdante qui a tellement d'attention. mais ça démontre que les frères Tkachuk ont tellement percé avec leur performance, avec les 2 batailles au Centre Bell. Toute cette affaire-là a percé avec une audience qu'on n'avait pas avec le sport. Alors, tu peux faire des blagues sur le fait que ça a pris 3 batailles en 9 secondes pour qu'il y ait des gens aux États-Unis qui se rendent compte qu'il y avait un tournoi, là, mais en fait, c'est ça qui est ça. Puis, tu sais, il faut faire attention, pas trop. Je pense que des fois, dans la jeunesse, on sent que c'est une nouvelle époque, tout va changer. Ça se peut très bien parce que au niveau de la qualité de USA Hockey, on vient de le voir avec les championnats juniors 2 ans d'affilée, que les États-Unis ont gagné pour la première fois 2 ans d'affilée. Les choses changent. Je veux dire, l'argent et la concentration sur les athlètes de USA Hockey, c'est absolument quelque chose qui devrait faire peur à Hockey Canada. Il y a plus de jeunes Américains qui jouent au hockey aujourd'hui que de jeunes Canadiens. C'est la première fois dans l'histoire du sport. C'est sûr que c'est un gros pays aux États-Unis, là. Dans le pourcentage, il y a bien plus des gens au Canada qui jouent au hockey, mais dans les nombres totaux, ça fait une couple d'années là, que USA Hockey a plus de jeunes au hockey que Canadiens. Ouais. Puis la façon qu'on développe les joueurs élites, à Plymouth, au Michigan, en fait, mon fils a joué un match de tournoi championnat où USA Hockey est basé au Michigan. Puis c'est tout un espace, l'aréna, tout ce qu'on a pour le programme national du hockey. Ça devrait faire absolument peur à Hockey Canada et les partisans du hockey canadien. Ouais, c'est sûr parce que les choses. Tu as raison, Pierre, qu'au niveau du bassin, les Américains se sont améliorés, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Puis ils auraient très bien pu remporter ce match-là. Là où est-ce que je me réconforte, c'est si on regarde les derniers repêchages, 2023, premier au total Bédard canadien, 24 Celebrini canadien. Potentiellement en 2025, ça devrait être Matthew Schaefer. Ça pourrait aussi être James Higgins, mais si c'est Matthew Schaefer canadien,
Gavin McKenna, Gavin Canadien en McKenna en 26. 2027. Landon Dupont, 2027, Canadien. Fait qu'au moins, à l'élite, au sommet de la pyramide, il y aura encore beaucoup de joueurs canadiens. Mais d'après moi, là, on devrait avoir toute une bataille dans 12 mois à peine aux Olympiques. On voulait que cette compétition-là de la 4 nations serve un peu de trampoline, si tu veux. On va tout donner, là, Pierre. Là. Ça va être extraordinaire aux Jeux olympiques. Là. Ouais, puis le point que je fais, c'est que je dis pas que les États-Unis vont dépasser le Canada, c'est juste que je fais le point qu'ils sont, au moins pour la première fois dans l'histoire, c'est réel que c'est pas mal égal. Mm-hmm. Tu sais, on parlait à Coupe du Monde en 1996, puis penser que c'était là qu'ils ont parti, mais pas vraiment. Tu sais, c'était un moment important, mais tu sais, ça comme après ça, les États-Unis n'ont jamais gagné meilleur. Mm-hmm. Fait que c'est vraiment maintenant, là, avec le championnat junior, tu vois vraiment que ça s'en va avec USA Hockey. Puis c'est correct, c'est une belle rivalité avec le Canada. Écoute, durant les années 70 et les années 80, les années 90, c'était les Russes et le Canada. Exact. C'était la rivalité. Fait que là, c'est les États-Unis puis le Canada. Puis moi, ce que je trouve drôle de la controverse politique à la fin du tournoi de 4 nations, là, évidemment, le président Trump qui a rentré là-dedans le matin du dernier match. Puis je peux te dire que ça a fait... tout le tournoi, les joueurs canadiens puis John Cooper ont essayé de tout ignorer, cette affaire-là, là, avec les hymnes nationales, etc. Mais je peux te dire que ça a été noté le matin du match. C'est moi qui ai demandé la question à John Cooper après le match, là, que c'était pas une victoire normale pour le Canada, puis tu as vu sa réponse. Mm-hmm. C'était pas mal émotionnel de John Cooper qui a parlé de 40 millions Canadiens. Puis, mais qu'est-ce qui est drôle de tout ça, selon moi, c'est que la raison que c'était 4 nations et pas une Coupe du Monde, même si la Ligue ne veut pas l'admettre publiquement, on dit qu'on n'avait pas assez de temps pour faire une Coupe du Monde normale. Mm-hmm. La réalité, c'est qu'on voulait pas... on voulait pas décider sur la Russie, quoi faire avec la Russie. Ouais. Parce que si la Russie rentre dans une Coupe du Monde, la Finlande et la Suède, ils sortent de là. Ça, c'est garanti. Et les fédérations de ces deux pays-là, puis les Tchèques, ils sont sur la même page. Là. Fait que la 4 nations, ça a été la façon d'avoir meilleur contre meilleur sans rentrer dans les politiques de la Russie. Mais qu'est-ce qui est drôle, c'est qu'on ne voulait pas les politiques de la Russie là-dedans avec la guerre, mais on dit que les politiques de Trump à la fin du tournoi. Alors, mais tu sais, l'histoire de ce tournoi, de 4 nations, c'était la Coupe du Monde, puis ça va revenir à la Coupe du Monde. Puis avant la Coupe du Monde, c'était la Coupe Canada. Mm-hmm. Puis l'histoire de la Coupe Canada, ça a toujours été important. 81, 84 et 87, 3 gros tournois de Coupe Canada. 81, les Russes ont détruit le Canada au Forum de Montréal, 8-1. 84 et 87, des grosses victoires du Canada contre la Russie en demi-finale à 84 à Calgary. Évidemment, la finale de 3 matchs qui est une légende. Les 3 matchs, Wayne Gretzky qui m'a dit souvent, le meilleur hockey de sa vie qu'il n'ait jamais fait partie de sa vie avec Mario Lemieux, 87. Mais tous ces 3 tournois-là, la politique de la guerre froide était dans le milieu de tout ça. Mm-hmm. C'était impossible de séparer la guerre froide du hockey qui se passait sur la glace avec ces tournois-là. Mais là, c'est présentement, qu'est-ce qu'on vit entre les États-Unis et le Canada, c'est une politique différente. Exact. Puis c'est que les gens le veulent ou non, le fait que la politique était au cœur de cette compétition-là a fait en sorte que ce match-là avait une importance beaucoup plus grande. Oui. En tant que Canadien, c'était la réalité. On voulait battre les Américains pour avoir, oui, la suprématie de qui est le meilleur au hockey, mais aussi parce que il y a une partie de la population qui est écœurée de passer pour le petit frère, qui se fait écœurer par le grand frère, puis qu'on veut mettre notre pied à terre. Puis ça faisait partie de la réalité. Pierre, tu as ouvert la porte pour la Coupe du Monde 2028, les Jeux olympiques. Est-ce qu'on s'attend à voir les Russes d'ici là? Est-ce qu'on l'espère que le conflit se règle pour pas avoir à prendre cette décision-là? Parce que, tu l'as dit, ce sera une Coupe du Monde. On va voir les Slovaques, on va voir les Tchèques, on va voir les Suisses, on va voir plus de pays. Il va falloir prendre une décision sur la Russie. Là. Je sais que c'est pas facile à dire à 3 ans d'avance, là. Ouais, je pense que ce qui va aider la Ligue nationale puis l'association des joueurs, parce qu'il faut le mentionner que l'association des joueurs opère la Coupe du Monde à 50-50 avec la Ligue nationale. Alors, Marty Walsh est autant important dans cette décision que Gary Bettman. Qu'est-ce qui va leur aider, c'est que, évidemment, le
comité international olympique va prendre une décision pour l'Italie les prochaines Jeux olympiques sur la Russie. Je pense que c'est pas mal clair où ça s'en va. Là. La Russie, je pense pas, va faire partie de ça. Ou s'ils font partie, ça sera pas avec leur drapeau, au moins. Là. Alors, il va y avoir quand même une décision difficile prise du comité olympique qui va aider l'international comme à prendre un peu d'influence là-dedans. Moi, je pense qu'il n'y a vraiment aucune décision à prendre. Je veux dire, si on se rend à 6 mois de la Coupe du Monde en 2028, on a encore la guerre qui se passe. Il n'y a aucune discussion. Comme je te dis, quand tu parles aux gens, comme j'ai eu la chance encore durant la 4 Nations, de la Suède et de la Finlande, c'est pas un débat. Ils ne feront pas partie d'un tournoi international avec la Russie pendant que la guerre se passe. C'est tellement plus réel, eux autres, la façon qu'on digère la guerre de l'autre côté de l'océan. C'est même pas un débat, là. C'est pas une affaire où on s'assied à une table, on essaie de trouver une solution. Il n'y en a pas de solution. Si la guerre continue, ils ne feront pas partie d'une Coupe du Monde. Exact. J'essaie d'expliquer ça souvent à mes chums canadiens, américains, qui disent « Ouais, mais c'est pas le fun pour les joueurs de la Russe de la nationale. » Je comprends. C'est pas de leur faute aux joueurs, mais c'est plus grande que le hockey. Oui, ça peut être un moyen de pression aussi. Aussi faible soit-il, aussi peu d'impact a-t-il, mais ça reste que c'est une façon d'affirmer qu'on n'est pas en accord avec la politique russe présentement. Puis tu fais bien de le mentionner. Je pense pas que ça passerait au niveau des nations européennes à ce moment-là. Donc, ça règle la question à ce niveau-là. Pierre, c'est sur ubet.io qu'on retrouve les meilleures cotes pour parier sur les ligues, sur les matchs de la Ligue nationale de hockey. Si vous avez envie de vous amuser avec quelques paris, c'est sur ubet.io. On va rentrer plus dans l'aspect hockey de la Coupe du Monde. Après Crosby, le Golden Goal à Vancouver qui a fait le tour du monde, on a droit au Golden Goal de Connor McDavid. Pierre, quel scénario digne d'Hollywood, honnêtement. La passation des pouvoirs, je le sais que Crosby va être encore là l'année prochaine à Milan-Cortina, mais quand même, c'était spécial de voir que celui qui a marqué le but gagnant pour la formation canadienne, c'est Connor McDavid. À quel point, après avoir perdu le match numéro 7 l'année dernière contre les Panthers et d'avoir l'étiquette de gars qui n'est pas capable de gagner le gros trophée, ça lui fait du bien à McDavid, Pierre, d'être celui qui fait gagner son pays. Ben, justement. Puis, écoute, ça a été parfait. Le meilleur joueur au monde a compté le but gagnant en 2010 à Vancouver. Le meilleur joueur au monde qui compte le but gagnant la semaine passée à Boston. Puis, c'est important d'avoir ce moment, je pense, pour le meilleur joueur au monde. On sait que ça l'a détruit en Floride, le 7e match. Il a fait tellement de peine à Connor McDavid. Tu l'as vu dans les documentaires, derrière les scènes, là, que ça a tellement été difficile pour lui de gérer cette nuit en Floride quand il a perdu le 7e match parce qu'il essayait de faire un des comebacks plus incroyables de l'histoire de la nationale. Mais il y a quand même, le jour avant, je me demandais là-dessus durant sa conférence de presse avec les journalistes, puis il a quand même dit qu'il y avait plusieurs choses qu'il pouvait gérer de ce match contre les Panthers qui peut amener dans ce championnat contre les États-Unis. Le moment, la pression, toutes sortes d'affaires. Puis écoute, ça n'a quand même pas été un grand match pour lui à ses standards qui sont incroyables. Très élevés, ouais. Mais il a compté le but quand ça a compté. Fait que, c'est un moment important pour lui. Évidemment, il n'a jamais gagné une coupe. Et puis là, c'est son moment contre les meilleurs contre les meilleurs. Puis c'est intéressant parce que l'article le jour avant ce match, c'était le fait qu'entre Austin Matthews et Connor McDavid, qui ont été repêchés 2 ans d'affilée, premier tour, qu'un ou l'autre n'a pas finalement avoir leur gros moment parce qu'Austin Matthews, évidemment, lui aussi, lui, c'est encore dans les séries, juste une victoire dans les séries de série. Puis en plus de ça, à Boston, là, il est rendu 3 7e matchs qu'il a perdu à Boston, 2018, 2019, 2024, et là, le championnat. Puis, il y avait le championnat sur sa palette, Austin Matthews, en sortant, il a quasiment compté 3 fois. Fait que moi, j'ai trouvé, en fait, qu'il a connu tout un match. Ça fait qu'il n'a pas été capable de compter le but gagnant, mais pour Austin Matthews, de la même façon que Connor McDavid, lui, de la même façon, le contraire, là, mais Connor McDavid sort du championnat. C'est quelque chose d'important là, sur son CV. Austin Matthews se cherche.
il a besoin de son moment, Austin Matthews. Puis je ne le mets pas au même niveau que Connor McDavid. On est d'accord. Connor McDavid, c'est le meilleur joueur au monde. Puis après ça, je pense que c'est McKinnon, peut-être ça va être McCart. Matthews est probablement quatrième ou cinquième là-dedans. Là. Mais c'est quand même un joueur de franchise. C'est le capitaine de l'équipe américaine. C'est le capitaine des Maple Leafs. Puis il recherche encore son moment. Faut que ça vienne pour que le monde te regarde de la même façon que certains d'autres joueurs. Puis je trouve ça tellement bien de la façon dont tu l'amènes. McDavid, puis je suis d'accord, là, on s'est signé ici à la radio, là, mais moi aussi, j'ai pas trouvé qu'il a connu un excellent match. J'ai trouvé que la rondelle sautait beaucoup sur sa palette, puis on tentait des jeux, puis ça fonctionnait pas. Mais il réussit à finir sur une grosse note. Matthews, à l'inverse, il connaît un bon match. Des chances en or en prolongation, mais tout le monde va se souvenir du fait qu'il a échappé son joueur, ou du moins qu'il a raté son assignation défensive. Ça dépend comment vous l'interprétez en prolongation. Ça, Pierre, est-ce que ça va laisser des traces à Austin Matthews? T'sais, il a l'étiquette du joueur qui n'est pas capable de passer à l'autre niveau avec les Maple Leafs. Est-ce que le fait que Marner, lui, est capable de thrive, est capable de performer puis d'avoir le gros moment, ça va pouvoir compenser? J'ai hâte de voir comment les Leafs vont se comporter en séries éliminatoires parce que je pense que ce moment-là, ça pourrait hanter Matthews pour encore quelques années. Là. D'accord, mais tu sais, il va avoir des chances à percer. Il va avoir des séries encore cette année. Puis là, il y a un nouveau coach, Craig Berube. Les Leafs continuent de changer leur façon qu'ils jouent. Fait qu'on verra si ça change les choses au long printemps avec cette équipe. Mais aussi, il va avoir une chance avec les États-Unis, encore une fois, aux Olympiques. Je veux dire, les États-Unis vont les co-favoris avec le Canada en Italie. C'est pas une chance encore avoir ce moment-là. Mais écoute, c'est pas le fun de faire qu'on juge ces athlètes-là de cette façon-là, mais c'est ça le sport. Puis, il n'était pas gelé là, dans le gros match, comme tu as dit. Il a connu tout un match, 2 assists, mais il faut gagner. Exact. Puis c'est difficile de gagner dans le hockey aujourd'hui. Dans l'époque que moi j'ai grandi, il y avait 21 équipes dans l'exemple. Fait que ça te donnait des meilleures chances d'être un des gars qui peuvent gagner. Là, on est 32 équipes. Et puis, évidemment, aux Olympiques, c'est difficile. Les Olympiques, c'est juste à chaque 4 ans. Fait que, c'est facile de dire faut qu'il gagne, faut qu'il gagne, mais c'est pas chaque soir qu'il a la chance de se prouver non plus. Ah non, ça, t'as bien raison, puis c'est important de performer quand ça compte, puis on verra comment ça va se passer dans 12 mois. Bon, quelques nouvelles sur les différentes blessures qui sont survenues dans ce tournoi-là. Un gars comme Matthew Tkachuk, est-ce que, Pierre, on est toujours en attente d'un verdict? Là? Est-ce qu'il y a des chances qu'il soit placé sur la liste des blessés à long terme et revienne seulement pour les séries? Est-ce que c'est plus sérieux, moins sérieux? Est-ce qu'on a des nouvelles à ce niveau-là? Comment les Panthers de la Floride, qui espèrent répéter, et non seulement ça, mais aller en finale pour une 3e année de suite, comment est-ce qu'on se comporte là, avec Tkachuk là, sur la liste des blessés? Les Panthers voulaient faire d'autres tests avant de faire des déclarations. Je sais que quand elle est sortie après le championnat, on se faisait dire, je vais faire attention, là, mais on se faisait dire que ça avait de l'air à long terme. Mais là, il est arrivé en Floride, puis là, tout à coup, on était un peu plus positif, mais là, on n'annonce rien. Fait que c'est... Évidemment, on parle probablement d'une blessure à l'aine, là, puis on a essayé de faire d'autres tests pour voir. C'est sûr qu'il ne jouera pas bientôt, mais il s'agit de savoir est-ce qu'il va jouer des séries. Paul Maurice, entraîneur-chef, a dit quelques fois cette semaine où je pense que oui. Mais tu sais, je pense que oui et je sais que oui. C'est deux différentes affaires. Fait que, on attend les nouvelles. Les Bruins de Boston. On est à 2 points des éliminatoires présentement. On s'est fait remonter hier. On menait 3-0 chez nous contre les Leafs. Et finalement, on échappe le match en prolongation. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu la passe de Mitch Marner. Ça n'a pas mené un but, mais wow, c'était vraiment quelque chose. Là, on se retrouve sans notre meilleur défenseur, Charlie McAvoy. Est-ce qu'on va tenter d'être actif sur le marché pour tenter de pallier et le remplacer, ou au contraire, pour la première fois depuis quand même plusieurs saisons, on va accepter du côté des Bruins de faire un retool et de réajuster un petit peu le tir puis de peut-être s'enligner dans cette direction-là? Oui. Qu'est-ce que je m'ai fait dire cette semaine, Anthony, c'est que les Bruins, probablement, chaque match est important. C'est intéressant. Boston, c'est une des équipes comme Columbus, comme certaines équipes, c'est la bulle, où que 3 matchs peuvent changer pour vendredi prochain. C'est tellement bizarre que tu fais des décisions tellement importantes basées sur 2 ou 3 matchs, mais c'est ce qui se passe dans certains cas, et les Bruins sont là-dedans.
Mais je pense, qu'est-ce que je peux faire dire cette semaine, c'est que probablement la vision des Bruins, puis ça a été partagé avec certaines personnes, des agents, etc. Là. Mais je pense que les Bruins veulent faire un peu comme Washington ont fait là, il y a quelques années où on pensait peut-être que Washington s'en allait dans une longue construction quand ils ont commencé à vendre des joueurs il y a 2-3 ans. Là. Mm-hmm. Et, quand ils ont changé d'ailleurs Orlov à Boston, ça rappelle. Mm-hmm. Mais en fait, dans la même date limite, les Capitals ils ont été chercher Rasmus Sandin des Maple Leafs avec le premier choix qu'il y avait eu de Boston pour Orlov. Puis c'était un peu intéressant ce qui se passait. Puis en fait, avec le recul maintenant, parce qu'ils ont fait tellement de transactions dans les derniers 2 ans, qu'est-ce que les Caps faisaient? C'est qu'on faisait un retool vite fait. On essayait, de toute façon. Et puis évidemment, ça fonctionne. C'est incroyable d'être en place. Je pense que c'est ça que Boston aimerait essayer de faire, de ce que j'entends que Don Sweeney explique à certains gens. Moi, qu'est-ce que j'hésite là-dedans, c'est que Boston a fait 10 ans qu'ils font ça déjà. C'est incroyable, les Bruins, qu'est-ce qu'ils ont été capables de faire à chaque année, être dans la série, être dans l'ex. Je comprends qu'ils veulent faire comme Washington, mais je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui s'en vient avec les jeunes espoirs eux autres, à Boston. Moi, je pense que ça va être plus difficile pour eux autres de juste dire peut-être qu'on manque les séries cette année, mais ensuite on remonte l'année prochaine. Pas sûr que c'est juste une année, moi. Oui, c'est parce que le problème, c'est que si tu n'as pas de relève, il faut que tu tournes du côté du marché des joueurs autonomes. Marché des joueurs autonomes, ben, comme ils ont fait, là, ils ont quand même fait ça cet été avec les Noms, avec Zadorov. C'est que tu peux avoir des mauvais contrats. Ça peut ne pas fonctionner aussi. Parlant de mauvais contrats, dans quel sens tu t'en vas avec Brad Marchand? Parce que là, tu as un capitaine qui va avoir 37 ans en mai, qui est à sa dernière année de contrat. Est-ce que tu le laisses partir si tu décides de faire l'impasse sur les séries? Ou est-ce que tu t'exposes à peut-être refaire la même erreur que les Pingouins quand ils ont prolongé un Malkin et un Le Temps en prolongeant un vétéran? Comment tu vois la situation avec Marchand? C'est encore pas décidé. C'est intéressant. Il y a encore des discussions qui se passent derrière les scènes. C'est très délicat. Évidemment, c'est le capitaine de l'équipe. On veut le signer. Mais évidemment, le fait que ça n'a pas encore été fait, c'est qu'on ne veut pas le signer au prix que son agent demande. Fait que, qu'est-ce qu'on fait avec ça entre maintenant et le 7 mars prochain? Aussi, Brad Marchand, il y a une ordonnance partielle. Fait que là aussi, il contrôle un peu ce qui se passe. Moi, je pense que ça va être une décision dans 1 minute, d'une façon ou l'autre. Ça m'a l'air d'être très délicat. Les discussions continuent. Puis comme je te dis, les victoires, les défaites, ça va être toute une séquence de 10 jours sur ce dossier-là, je pense. Oui, puis on va en reparler un peu plus tard dans le podcast, là, mais le classement est tellement serré que ça fait en sorte que les équipes vont prendre des décisions très, très tardives sur comment est-ce qu'on va s'y prendre pour la suite des choses. Est-ce qu'on est acheteur? Est-ce qu'on est vendeur? Est-ce qu'on est statu quo? Il y a peut-être des équipes qui vont dire ni un ni l'autre. On va y aller. Exact. On va y aller et on va laisser aller les choses. Pierre, l'autre blessure qui fait beaucoup jaser, elle est survenue plus tôt dans le tournoi, chez Theodore, qui est tombé au combat. Premièrement, avant qu'on s'embarque plus du côté tournoi, comment est-ce qu'on voit ça du côté de Vegas? C'est quand même un défenseur important. Est-ce que là, on est actif pour le remplacer? Non, je fais à Vegas, je pense de l'avoir pour les séries. Fait qu'on n'a pas besoin de le remplacer. Mais la question, c'est est-ce qu'il va revenir avant les séries? Puis ça peut impacter évidemment l'espace de manœuvre avec la perte salariale pour la date limite vendredi prochain. Alors, Vegas continue d'essayer de recevoir d'autres renseignements sur exactement comment longtemps qu'il va être à l'écart. Annoncé la semaine, là, ça veut dire 1000 choses. Là. Mais la réalité, c'est que j'ai parlé avec quelqu'un proche de Theodore que quand il s'est fait blesser, il dit vraiment, on ne sait pas encore. Ça dépend de la façon que ça va la semaine prochaine, la semaine après ça. Fait que ça va être intéressant parce qu'évidemment, ça pourrait laisser ta chance d'aller chercher un autre joueur. Pas à cause qu'on a besoin de le remplacer. Il va revenir pour les séries. Mais à cause que ça peut donner l'espace de manœuvre. Alors, c'est vraiment le focus de Vegas, c'est d'aller chercher un autre joueur d'avant. Ouais. C'est ça qu'on aimerait aller faire. On a signé Brandon Saad, là, mais le vrai focus, c'est d'aller chercher un autre joueur d'avant. C'est ça qu'on essaie de faire. Mais Vegas, c'est pas leur genre de mettre un joueur sur la liste des blessés puis de tirer avantage de la situation. Ben oui. Écoute, je peux te garantir que surtout dans la lutte pour la première place dans la division Pacifique entre Edmonton et Los Angeles, les Kings s'en viennent d'ailleurs. Watch out.
Les Kings d'Angèle qui ont battu Vegas cette semaine. Là. Les Kings s'en viennent dans cette course-là. Je te garantis que je comprends où tu s'en vas avec ça, avec Mark Stone, tout ça, mais la réalité, c'est que si on est capable d'avoir Shea Theodore dans l'alignement quand il reste 2 semaines dans la saison régulière, ça pourrait être la différence entre gagner la division puis éviter Edmonton et Los Angeles en première ronde ou rentrer dans le 2-3 puis jouer un ou l'autre. Fait que je pense que les deux, on aimerait mieux recevoir Shea Theodore dans l'alignement essayer d'aller chercher des points importants à la fin de la saison régulière. Ouais, mais en même temps, au moment où on se parle, si tu gagnes la division, tu affrontes le Colorado. Fait que, tu sais, c'est pick your poison un peu dans les séries au premier tour, mais je le disais de façon cynique parce que bien des gens le font. Là. Vegas et la liste des blessés à long terme, c'est un mariage depuis quand même quelques années. Mais je comprends que Theodore est réellement blessé. Je suis pas niaiseux. Là. Ouais. Ah non, ben, je l'ai vu, là. J'ai vu son premier. Il est resté avec l'équipe canadienne durant la 4 Nations. C'était intéressant. Il voulait être là pour le championnat. On le voyait avec le casque. Là. Mais autre chose aussi à mentionner, tu l'as mentionné, une des raisons que c'est tellement important pour les Jazz de Winnipeg qui continuent de gagner, je pense que ça fait 10 matchs d'affilée qu'ils gagnent. Il n'y a pas personne qui parle de ça. Mais ils vont avoir comme le match-up le plus facile des séries, là, on peut dire, au moins dans l'Ouest. Il n'y a rien de facile dans nationale, mais dans le contexte que, comme tu dis, que Colorado attend, soit Colorado ou le Minnesota vont être le meilleur des deux wildcards. Parce que ça se peut très bien que Colorado ramasse Minnesota avec les blessures avec le Wild dans la division centrale. Mais d'une façon ou l'autre, je pense jouer contre Vancouver ou Calgary ou Utah, les Jets, c'est un peu facile à digérer qu'aller jouer Colorado encore une fois comme l'année passée. Là. Fait que, surtout que les Canucks, écoute, les Canucks l'année passée, c'est une très belle équipe, mais cette année, c'est pas la même chose. Non. Fait que Vancouver, Calgary et Utah, ça devrait donner aux Jazz de Winnipeg une chance finalement de passer à travers de la première ronde. Ouais, en tout respect, là, parce que chaque équipe peut battre n'importe qui, ça devrait être un peu les Rangers Capitals de l'an dernier. Un affrontement de première ronde que pas grand monde donne une chance, puis que finalement, l'année dernière, ça a été un balayage. On verra, là, tout le monde peut surprendre n'importe qui, mais Jets Flames, c'est peut-être l'affrontement que je serais le plus confiant, disons, de parier dessus sur youbet.io avant que ça s'amorce, Pierre. On a parlé de chez Theodore. Ça nous a amené à finalement avoir un défenseur de moins d'extra avec le Canada. Cale Makar, absent en raison de maladie. Entre Thomas Harley. De l'autre côté, les Américains, on perd Charlie McAvoy, on a voulu rentrer Quinn Hughes, ça nous a été refusé. Tout le monde comprend pourquoi, parce que c'est pas exactement la même situation, mais ça a quand même exposé le fait qu'il y avait peut-être pas assez de joueurs invités à la compétition. Ça, Pierre, ça va changer pour les prochaines années? Oui. Ben, ça change pour les Olympiques parce que c'était déjà le cas, là. C'est 25 joueurs pour les Olympiques, pas 23. Et ça, c'est à cause du comité international olympique là, que c'est 25 joueurs. Ça a déjà été décidé il y a plusieurs années. Mais pour la Coupe du Monde en 2028, oui. Je crois que la Ligue et l'Association des joueurs vont vouloir aller à 25 joueurs. C'est important à noter que c'est vraiment l'Association des joueurs qui décide. C'est l'Association des joueurs qui ne voulait pas avoir trop de joueurs aux 4 nations parce qu'on ne voulait pas avoir des joueurs à passerelle pendant 2 semaines. Alors, c'est vraiment le côté joueur plus que le côté Ligue nationale. Mais de ce que je m'ai fait dire par quelqu'un de la Ligue nationale durant tout ça, là, entre le Canada et les États-Unis, les joueurs qui venaient et qui ne venaient pas, c'est qu'on a fait une erreur. On aurait dû forcer les choses pour aller à 25 joueurs. Absolument. Oui, ça aurait peut-être pu faire la différence. Comment ça a été perçu, Pierre, par la communauté, les partisans des Canucks de Vancouver, de savoir que Quinn Hughes était prêt à sauter dans l'avion pour aller jouer un match qui, disons-le, s'annonçait très robuste, alors qu'il portait des chandails non contacts et qu'il a manqué les matchs subséquents des Canucks? Comment est-ce qu'on a réagi à ce moment-là? Ben écoute, il faut quand même admettre comme si tu es parti de l'équipe canadienne, que Sidney Crosby n'a pas manqué de match dans son retour, là, mais je peux te garantir qu'il n'était pas 100% à 4 nations, Sidney Crosby. Il n'a quasiment pas pris de lancer au but. Exact. Fait que tu peux lire entre les deux lignes. Fait qu'il n'y a pas personne qui semble avoir un problème que si c'est Canadien a voulu faire ça. Fait qu'on ne peut pas se retourner de bord et dire la même chose de Quinn Hughes. La réalité, c'est que Quinn Hughes, ça a été un facteur assez déterminant à la fin de la journée. C'est toute l'histoire pendant 24 heures, cette affaire-là. J'étais impliqué là-dedans. Mais un des facteurs à la fin de la journée, puis Pat Brisson l'a dit,
il me l'a dit on the record, c'est que Quinn Hughes, même s'il se rendait à Boston, probablement qu'il ne jouait pas parce que Bill Daly, l'Alexandre, avait averti les États-Unis encore ce soir-là. Si tu n'as pas une blessure avec tes 6 défenseurs, Quinn Hughes ne joue pas dans s'il vient à Boston. Puis je pense à la fin de la journée, il y a toutes sortes de. Les Canucks ont dit non. Premièrement, les Canucks n'ont pas le droit de dire non, c'est le joueur qui décide. Moi, je pense que c'est Quinn Hughes à la fin de la journée, avec l'influence de son agent, qui était smart par direction, de dire écoute, pourquoi tu vas aller sur un avion pour regarder le match? Mm-hmm. Je ne juge pas, ça ne fait pas de sens. Il aurait vraiment fallu là, que les États-Unis ont une blessure ou une maladie. Puis je vais te dire quelque chose, la maladie, c'était réel qu'on avait peur de ça. Parce qu'en fait, c'est Josh Morrissey, finalement, l'équipe canadienne qui était malade. Là. Mais les États-Unis, c'est le même virus là, qui passait parmi les 4 équipes. La Suède avait des joueurs malades aussi. Mais c'est pour ça que les États-Unis, finalement, ont rentré Brett Pesci ainsi que Tage Thompson dans 1 minute. En cas qu'il y avait un virus qui pognait un autre joueur. C'est drôle que c'est le Canada, finalement, qui a perdu un joueur. Mais c'est pour ça que, je pense que Quinn Hughes, il a pris comme 24 heures avant de finalement se rendre dans sa saison. Oui, avec les Canucks, oui, avec Pat Brisson. Mais une des choses qu'on voulait voir à dernière minute, y a-t-il un joueur qui est malade? Là? Parce que si je vais à Boston, je veux jouer. Je ne veux pas aller là pour être en passerelle. Ça, c'est vraiment l'élément, je pense, qui a tout décidé. Mais à quel point tes yeux sont devenus gros comme des 2 piastres quand Mike Sullivan a dit « Quinn Hughes is coming ». Non, mais quelle histoire! Là. Ça avait l'air d'un scénario digne de la WWE. C'était incroyable. Là. Moi, j'ai suivi ça. J'en revenais pas. Là. Puis je pense que Mike Sullivan ne va jamais l'admettre, mais je pense que ça, c'était une tactique là, d'essayer de mettre la pression sur les Canucks. C'est ce que vous allez décider avec Quinn Hughes, c'est quoi, quel genre de pression vous mettez sur le joueur. C'est d'annoncer ça de même. Ouais, c'est intéressant comme décision, disons. Ouais, ben des fois, tu sais, certains dirigeants vont dire des choses pour passer des messages, un peu comme quand Cam Neely a dit 64 millions de bonnes raisons d'être fâché après Jeremy Swayman. Ce genre de déclaration-là, des fois, c'est pour faire allumer les journalistes. Comme toi, Pierre, ça te donne du matériel pour toi. C'est parfait, pour vous. Il y a différents scénarios, différents règlements qu'on a testés durant la compétition. 3 contre 3 pendant 10 minutes. Pause publicitaire, 30 secondes plus long, 1 minute plus court durant les entr'actes. Y a-t-il quelque chose qui a collé au sein de la Ligue qu'on pourrait voir en application sur une base régulière lors de la saison et non seulement dans un événement? C'est parce que dans ma tête, c'était un peu comme un laboratoire. On faisait des tests, on essayait des choses. Ben, la Ligue m'a dit qu'ils voulaient digérer tout ça, puis avoir des réunions là-dessus, puis parler avec tout le monde qui sont impliqués là-dedans, parce que ces affaires-là, c'est pas toujours le hockey. Tu parles Colin Campbell sur le côté hockey à la Ligue, mais aussi tu parles aux gens du marketing, aux gens du business. Il y a différentes priorités à la Ligue nationale des fois avec ces affaires-là. La raison que j'aime ça, c'est que l'idée d'avoir des pauses de télévision plus longues durant 4 nations, ça n'a pas sorti du côté hockey, ça. Ça a sorti du côté business, je peux garantir. En fait, je pense que ça a surpris le côté hockey de la Ligue nationale. Et puis, ça n'a pas été bien reçu. Les gens de hockey n'aiment pas ça. Ils ont trouvé que c'était trop long durant les pauses de télévision pour les joueurs d'attendre que continue. Mais une des raisons qu'on voulait évaluer ça, c'est qu'évidemment, chez les commanditaires, il y a plus de gens qui regardent la période qui regardent l'entracte. Évidemment, l'entracte a été réduit. L'entracte a été de 18 minutes à 17 minutes. C'est 18 minutes là, durant la saison régulière, à les matchs réguliers. Durant 4 nations, on a été de 18 à 17 minutes. En retour des pauses qui ont été plus longues durant les périodes des pauses de division. On va en discuter. Ça a été, il y a des gens qui aimeraient voir ça l'année prochaine dans la Ligue nationale. Mais ça n'a pas été bien reçu par tout le monde. Alors ça va être intéressant de voir si ça vient ou non. J'ai l'impression que la réponse est non, mais je ne suis pas prêt à dire ça à 100%, parce que, comme je te dis, il y a différentes priorités quand tu es en charge de la Ligue nationale. Ben oui. 10 minutes en sortant, aucune chance. Je pense que Nate McKinnon a planté ça comme faut. Le soir de la victoire de la Suède, il a dit peut-être 7 minutes. Et ça, cette discussion-là, ça fait des années qu'on parle de ça à la Ligue nationale. En fait, je m'en vais à la réunion des DG le 16 au 20 mars. Le mois prochain,
Ça va discuter encore une fois, je te garantis. Mais ça fait 20 ans. Premièrement, ça a pris 10 ans d'aller de 4 en 4 contre 3 contre 3. L'idée de Ken Holland, ça a pris 10 ans, là, vraiment. La réunion des DG pour finalement se rendre au 3 contre 3. Pour changer de 5 à 7 minutes, on a déjà parlé à la réunion des DG, là, ça fait plusieurs années. Je pense que des fois, les amateurs ne se rendent pas compte. Parce que ça ne fait pas des grosses nouvelles quand on parle de quelque chose, mais quelque chose ne change pas. Mais toute cette affaire-là, on parle parmi les DG. Puis à la fin de la journée, c'est les joueurs qui décident. C'est l'association des joueurs qui absolument ont le droit de dire oui ou non si le sortant va aller plus que 5 minutes. Ça, c'est dans la convention collective, c'est leur droit à travers du comité compétitif. Alors, c'est sûr que ça ne sera jamais 10 minutes, mais 5 à 7, peut-être. En tout cas, McKinnon, il n'avait pas trop l'air épuisé en prolongation. Je sais qu'il a dit ça dans les médias après, mais en prolongation, là, c'était up and down, puis il voulait marquer le but gagnant, puis ça y allait au toast contre les Suédois. C'est vraiment tout un spectacle, mais je comprends que c'est pas parce que cette prolongation-là isolée a donné quelque chose de grandiose que ça serait comme ça tout le temps non plus dans la Ligue nationale de hockey. Ce sera un dossier qui sera à surveiller, évidemment, dans les prochaines... dans le prochain mois, lorsque tu auras la réunion des DG. Pierre, il y a plusieurs intervenants, dont John Cooper, qui a lancé des fleurs aux gens au Centre Bell. À quel point l'ambiance est exceptionnelle, à quel point les gens ici ont rendu ça plus gros. C'était très bruyant, c'était le fun. Il y a des joueurs qui ont dit c'est le fun que la compétition ait lieu ici, ça amène la compétition à un autre niveau. Est-ce que c'est possible que des événements comme ça, là, où est-ce que tous les projecteurs sont braqués sur Montréal, que ça l'aide Kent Hughes dans sa recherche de joueurs autonomes, que lorsqu'on va arriver avec deux offres similaires, une de Montréal et une autre d'une autre formation, qu'on puisse dire « Regarde ce que Montréal a à t'offrir ». Est-ce que ça peut faire des petits dans le marché des joueurs autonomes d'avoir autant frappé un coup de circuit à Montréal? Dur à dire, Anthony, parce que Mark Stone m'a dit la même chose après le championnat. Il a dit qu'il ne va jamais oublier de la foule au Centre Bell. Ça l'a vraiment touché Mark Stone. Mais qu'est-ce que les joueurs peut-être ne veulent pas dire publiquement, là, puis je me demande, puis je ne dis pas qu'ils m'ont dit ça non plus de côté de la caméra, je veux juste dire que faire partie d'une équipe canadienne au Centre Bell et de jouer 82 matchs pour le Canadien, c'est peut-être pas la même chose. Dans le sens que tu as des aspects avec les équipes canadiennes, pas juste Montréal, mais les 7 équipes canadiennes qui sont réelles. Évidemment, les impôts, la température, la pression, la tension. C'est pas chaque joueur de la Ligue qui aime ça, vivre le jour le jour, le hockey, c'est 24/7. Il y a des joueurs qui adorent ça. Il y a des joueurs qui adorent ça. Mais il y a d'autres joueurs, comme on a vu, qui aiment ça aller en Floride, puis à Dallas, puis à Vegas. Ouais. Où ils se font laisser tranquilles lorsqu'ils sortent de l'arena. Puis ça, c'est important pour certains joueurs. Alors, je te dirais que, c'est pas fou que tu dis, là. Évidemment, on a vu l'affection pour Sidney Crosby et la foule du Centre Bell. Mais avoir ça pour 2 semaines, peut-être c'est ça qu'on veut pour chez certains joueurs au lieu du mois. Je comprends. C'est une très bonne réponse, Pierre. Attendez de courir après les remplaçants ou encore après votre argent. L'application League2Go s'occupe de tout. Concentre-toi sur le jeu et League2Go va s'occuper du reste. Pierre, dans le dernier mois, la transaction Mikko Rantanen a fait énormément jaser, bien évidemment. On s'attendait à ce que ce soit instantané, la chimie avec Sébastien Aho, qu'il casse tout avec les Hurricanes. On a eu l'occasion de le voir de près ici, hier à Montréal, alors qu'ils affrontaient les Canadiens de Montréal, les Hurricanes de la Caroline. Et honnêtement, Rantanen semble se chercher énormément. Ça n'a pas l'air facile présentement, lui, puis autant je m'attendais à ce que ce soit un coup de circuit. Présentement, je me demande qu'est-ce qui se passe réellement avec un attaquant élite. On parle un des 5 meilleurs alliés dans la Ligue nationale de hockey qui présentement a de la difficulté à se démarquer sur la patinoire. Qu'est-ce qu'on sait dans cette situation-là? C'est quoi la prolongation de contrat qui est sur la table? C'est quoi est-ce que c'est réel qu'on veut peut-être le retransiger? Qu'est-ce que tu sais dans le dossier Rantanen, Pierre? Bon, moi, j'ai écrit un texte là-dessus lundi dans l'Atlantique. Ce que je peux dire, c'est que durant les 4 nations, les Hurricanes ont fait une présentation très détaillée à Rantanen ainsi que son agent Andy Scott via Zoom. Et durant cette présentation, oui, on a fait un offre de 8 ans. On ne sait pas le chiffre exactement, mais c'est un gros chiffre. Ça n'a rien à faire
présentement que Rantanen n'a pas encore décidé. Ça n'a rien à faire avec l'argent. Ça a à faire avec le fait que je pense qu'il est encore ébranlé de l'échange qui est arrivé le 25 janvier, qu'il n'a jamais vu venir. Qu'il essaie encore à sa nouvelle équipe, à son nouveau marché, à sa nouvelle ville, la vie le jour en Caroline, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce qu'il va aimer ça? C'est tout basé là-dessus maintenant, sa décision. Ça n'a rien à faire. Comme quelqu'un m'a dit qui était impliqué là-dedans, il y a 2 phases dans sa décision. Phase 1, est-ce que je vois ma vie en Caroline pendant 8 ans? Phase 2, OK, on part en contrat. Il est encore dans phase 1. Aucune garantie que Mikko Rantanen va être prêt à sortir de la première phase avant le vendredi prochain, le 7 mars. Ouais. C'est dur à dire, c'est un être humain. Est-ce qu'il va se réveiller demain et dire oui, OK, je suis prêt? Ou est-ce qu'il va dire j'ai besoin jusqu'à la fin de la saison, voir comment que ça va avec nos séries éliminatoires? C'est très réel qu'il va vouloir dire ça. Tu sais, je veux voir comment on fait en série avant que je décide. Puis là, la question, c'est s'il n'est pas prêt à signer avant le prochain, qu'est-ce que les Hurricanes vont faire? Bon. Moi, je pense que c'est plus réel qu'un non, que les Hurricanes vont le garder, qu'évidemment, avec la conférence de l'Est, puis je dis ça avec respect aux Capitals de Washington, qui sont incroyables, là, mais en général, tout le monde pense que l'Est est complètement ouvert. Mikko Rantanen, c'est le meilleur joueur de location de la Ligue nationale cette année. Alors, va essayer de gagner une coupe. S'il s'en va le 1er juillet, il s'en va le 1er juillet. S'il gagne une coupe, who cares? Le problème là-dedans, c'est que moi, je pense que c'est ça que Eric Tulsky et les Hurricanes, le bureau des Hurricanes pense, selon moi. Le problème, c'est que tu ne peux pas garantir ou prédire ce que le propriétaire Tom Dundon va vouloir faire. Ça, c'est tout un autre aspect. Ça ne fait aucun sens d'échanger Mikko Rantanen avant vendredi prochain parce que c'est impossible d'aller chercher ce que tu as envoyé au Colorado, Martin Necas puis Jack Drury. Il n'y a pas une équipe dans la Ligue. Les équipes qui vont vouloir Rantanen avant vendredi prochain, c'est les équipes qui aspirent à la Coupe. Les autres ne voudront pas enlever de leur équipe. Fait que ça va être des choix de repêchage, des jeunes espoirs, peut-être un jeune joueur de la nationale, mais tu n'en vas pas chercher le même niveau que tu viens de donner au Colorado. Alors, pourquoi tu vas échanger Mikko Rantanen si tu as assez gagné une coupe cette année? Ça ne fait aucun sens du côté hockey. Mais comme je m'ai fait dire par plusieurs équipes cette semaine, le propriétaire, peut-être qu'il est fâché, peut-être qu'il est frustré, peut-être qu'il va absolument forcer son DG d'échanger Rantanen. On ne sait pas. C'est ça qui reste à voir. Mais je peux te dire que si Dundon fait ça, ça va vraiment changer, je pense, la façon qu'on voit on va voir les Hurricanes. Parce qu'ils ont fait un très bel échange. Même si on le perd le 1er juillet, c'est un coup de circuit. Ils veulent essayer de gagner cette année. C'est correct. Ça fait des années que c'est une bonne équipe. Des fois, il faut que tu prends ton coup. L'idée là, que s'il ne signe pas avant, tu vas bouder là, parce qu'il ne va pas signer avant le 7 mars. Puis peut-être, d'ailleurs, il va peut-être signer avant le vendredi prochain. Je ne dis pas qu'il ne signera pas. Mais s'il ne signe pas, ça ne fait aucun sens de l'échanger. Je trouve ça tellement étonnant que c'est même une possibilité. Mais ça l'est une possibilité parce qu'on ne sait pas ce que le propriétaire va vouloir faire. Tu as tellement raison, Pierre. Puis c'est vrai que c'est une situation particulière avec Dundon, mais c'est la réalité. Si jamais, puis là, je suis dans les scénarios hypothétiques parce que je te rejoins à 1000%. Si tu te reviens de bord, tu veux échanger Rantanen aux Stars de Dallas, c'est bonne chance là, pour avoir un joueur là, qui fait partie du noyau des Stars. Là. Ça n'arrivera pas. Là. Tu vas devoir te contenter d'anciens premiers choix et de choix au repêchage. Mais est-ce que tu pourrais pas échanger Rantanen à une équipe qui n'est pas en séries éliminatoires, qui, elle, te donne un joueur qui va être pas du même calibre, mais presque, et Rantanen signe une prolongation de contrat avec cette équipe-là. Est-ce que ça pourrait pas être une porte de sortie pour Eric Tulsky, de l'envoyer avec une formation qui n'aurait pas de problème à te sortir un joueur de son noyau, parce que cette formation-là n'accomplira pas les séries cette année? Oui, mais la chose que je comprends pas là-dedans, puis je sais qu'il y a bien des gens qui ont mentionné ça, peut-être que l'affaire de la Caroline, c'est un contrat de 8 ans avec une autre équipe avant le vendredi prochain. Là, tu reçois plus dans l'échange, évidemment. Mais le problème avec cette théorie-là, c'est pourquoi que Mikko Rantanen, s'il n'est pas prêt
encore à signer avec sa nouvelle équipe parce qu'il veut plus de temps? Pourquoi il serait prêt à signer une équipe qu'il n'a même pas encore joué avec? T'as raison. Je veux juste dire, j'essaie d'analyser tout ça. Puis, si la raison que Grant ne veut pas signer, c'est qu'il n'est pas prêt, mais pourquoi il serait prêt à signer à une autre équipe? T'as raison. On verra bien. Là. 10 jours avant le vendredi prochain, mais 9 jours. Mais en tout cas, moi, c'est vraiment intéressant comme situation, mais je pense qu'il devrait les changer. Je suis 100% de cette opinion-là. J'en ai une autre pour toi. Peut-être qu'il n'y aura pas de transaction, puis peut-être qu'il ne sera pas échangé. Mais est-ce qu'il ralentit présentement le marché des transactions? Parce qu'au final, il y a peut-être des équipes qui se disent « Hey, mon plan A que j'ai en ce moment va peut-être tomber mon plan B si jamais Rantanen devient disponible. » Est-ce que ça explique pourquoi on a eu autant de transactions avant la Coupe des 4 Nations, mais que là, présentement, il y a peut-être un temps mort, là? Oui, c'est intéressant. Je pense que la raison qu'on a eu des transactions avant la 4 Nations, c'est qu'il y a certaines équipes qui voulaient avoir leur nouveau joueur en place pour déménager leur famille, s'ajuster parce que durant la 4 Nations, tu ne peux pas vraiment rien faire. Fait que ça a vraiment impacté certaines décisions. Mais durant les 4 Nations, il y a bien des équipes qui ont arrêté de s'appeler. Ça a vraiment été un temps où on donnait à la Ligue le spotlight pour la 4 Nations, puis on ne voulait pas faire des grosses échanges. Mais l'autre problème, puis j'ai écrit là-dessus aujourd'hui, à l'Atlantique, c'est que il n'y a pas assez de vendeurs encore aujourd'hui. Ça va changer dans les prochains jours. Là. Mais j'ai quelques équipes qui s'est plaint à moi hier pour dire quasiment encore la même liste qu'on la regarde. Là, il y a tellement d'équipes qui ne sont pas encore prêtes à vraiment vendre. Alors, ça impacte le fait que la liste n'est pas assez grosse. Évidemment, les vendeurs demandent pour trop. Fait que c'est l'autre raison, je pense, qu'il n'y a pas encore rien arrivé depuis la fin du 4 Nations. Écoute, ça va changer. Là. Vraiment, ça prend juste une défaite, une certaine équipe que c'est à coup tout change. Là, mais je peux te dire que présentement, c'est ça qui se passe. Donc, pas beaucoup d'équipes qui se sont affichées comme vendeurs et qu'on est toujours en attente, parce qu'on a encore du temps. Oui, effectivement, il reste 9 jours avant la date limite des transactions. Pour ce qui est du Canadien, qui vient de gagner 2 matchs, dont les Hurricanes, dont on parle depuis tout à l'heure, puis les Sénateurs d'Ottawa, est-ce que c'est clair dans la tête de Kent Hughes qu'on est dans la voie des vendeurs ou on fait partie de ce groupe d'équipes-là qui est toujours ambivalent puis qui flirte avec le peut-être que pas nécessairement acheteur, mais peut-être que le statu quo pourrait être une meilleure avenue pour nous? Je te dirais que les Canadiens, je te dis ça parce que j'entends des autres équipes, là, les Canadiens ont plusieurs conversations au sujet de Jake Evans, au sujet de Joel Armia. En fait, certaines équipes, les deux dans la même transaction. Fait qu'on verra où ça s'en va, cette affaire-là. Mais je te dirais qu'ils ne sont pas vendeurs pour être vendeurs. Que le Canadien a averti des équipes. On a plein des choses, 3 monde, là, on en masse. Fait que si les équipes ne sont pas prêtes à payer des vrais prix, c'est pas la fin du monde si on regarde Jake Evans ou Joel Armia passer vendredi prochain. Mais c'est absolument un fait que les Canadiens sont prêts à transiger, par exemple, sur ces joueurs-là. Il s'agit de savoir, qu'est-ce qui est intéressant avec Jake Evans, c'est que, évidemment, il n'est pas premier sur la liste pour aucune équipe quand tu parles des joueurs de centre, parce que mais le problème pour certaines équipes, c'est, OK, peut-être que c'est Braden Shen ou Brock Nelson qui ont promis sur leur liste, ou Ryan O'Reilly. Mais tous ces gars-là, c'est pas garanti qu'ils se font échanger, même aujourd'hui. Dans le cas d'O'Reilly et Shen, c'est parce qu'ils sont même pas joueurs autonomes à la fin de la saison. C'est des gars qui sont signés. Oui, ça se peut qu'ils se font échanger. Les équipes appellent, mais pas garanti. Dans le cas de Brock Nelson, lui, il est joueur autonome, mais Lou Lamoriello, il a une histoire assez intéressante. Dans le passé, qu'il n'échange pas toujours ses joueurs autonomes. Fait que, qu'est-ce que j'essaie de dire, c'est que si tu as une équipe qui a vraiment besoin d'un joueur de centre, puis tu n'es pas encore sûr si tu peux aller chercher Shen ou Riley ou Nelson, à 4 ans sur ta liste, tu commences à descendre, puis le 6e ou 7e nom sur ta liste, c'est Jake Evans. Est-ce que tu devrais aller payer le prix maintenant, avant la fin de semaine, une semaine d'avance, pour aller le chercher, parce qu'au moins tu sais que tu as pogné ton centre, tu vas aider ta 3e, 4e ligne, ou est-ce que tu attends jusqu'à vendredi prochain pour voir ce que Lamoriello va faire avec Brock Nelson? C'est ça qui est intéressant de la date limite. Il n'y a pas de garantie dans la vie.
Fait que, c'est ça qui est dur à prédire. Et puis, c'est pour ça que je pense que moi, je crois que si le Canadien va échanger Jake Evans, il devrait le faire plus vite qu'attendre. Parce que je pense que, justement, ce que je viens de décrire, là, c'est qu'il y a des équipes qui ont peur qu'ils vont tout manquer sur le marché des centres, et Jake Evans est là. Fait que, moi, je serais Ken Hughes, mais ça dépend du prix, évidemment. Là. On ne le changera pas, évidemment, pour un choix de troisième ronde. Ou je crois pas, en tout cas. Mais s'il y a quelque chose à faire là, cette semaine, avant samedi ou dimanche, moi, je le ferai cette semaine, si je serais Ken Hughes. Parfait. Ça, c'est intéressant. Ça va être à surveiller. Puis tu peux être sûr qu'ici, à Montréal, on surveille ça, le dossier à Jake Evans. Est-ce qu'on a des nouvelles, des négociations de contrat? Parce que je présume qu'on se parle encore. Tu sais, Evans, c'est un joueur qui est heureux ici. On l'aime beaucoup. Est-ce qu'on continue à essayer de s'entendre pour qu'il reste à Montréal? Ben, ce que je peux te dire, c'est que j'ai regardé là-dedans mardi. Et puis, parce que j'avais sorti la nouvelle là, le dimanche du Super Bowl, ça a fait jaser pas mal que les choses allaient mal dans ce dossier-là. Puis, qu'est-ce que je peux te dire, c'est que quand j'ai regardé là-dedans mardi, alors hier, pour une mise à jour, je m'ai fait dire qu'il n'y a absolument rien qui a changé. Que c'est encore très loin entre les deux côtés. On n'est pas proche d'un nouveau contrat. Et puis, tu peux lire entre les lignes qu'est-ce qu'on va probablement dire pour Jake Evans pour la date limite. Tu sais, j'essaie toujours d'ajuster. C'est Bob McKenzie qui m'a appris ça il y a plusieurs années. Ça prend juste un coup de téléphone pour changer tout ça. C'est sûr. C'est sûr. Si soit le Canadien ou Jake Evans est finalement changé ou qui sont là-dedans, on pourrait avoir une signature dans 3 jours. Il faut faire attention de dire que c'est final, c'est final. Il n'y a rien de final. Mais, présentement, mardi, quand je regardais là-dedans, c'était encore très loin et des deux côtés, je pense, attendaient à une échange. Ouais. Toi, tu vois, ça, c'est ce que Bob McKenzie t'a appris. Moi, il y a un certain Pierre Lebrun qui m'a dit c'est pas quelque chose qui est vrai aujourd'hui va nécessairement être vrai demain. Alors, chacun ses proverbes. Là, moi, j'apprends des choses tranquillement. J'essaie de m'améliorer. Là, c'est le mien. Ouais, ça, c'est le tien. C'est sur youbet.io qu'on retrouve les meilleurs codes pour parier sur les matchs de la Ligue nationale de hockey. 100% des matchs de la LNH se retrouvent sur youbet.io. On a eu une transaction. C'est pas vrai que le marché est à terre. T'as pas la plus grosse transaction, par contre. Ville-Housseau, contre des considérations futures, passe de Détroit, s'en va du côté d'Anaheim. Bien des gens, dont moi, Pierre, ont fait l'association immédiate. Est-ce que ça veut dire que John Gibson va sortir d'Anaheim? C'est un nom quand même qui revient souvent dans les rumeurs de transactions. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'on entend dans le dossier Gibson? On a parlé quand même quelques fois depuis le début de la saison. Les Hurricanes, à un certain moment, étaient intéressés. C'est un joueur, c'est un gardien qui revenait. Si tu avais un petit $2 à mettre sur youbet.io, sera-t-il encore un Ducks d'Anaheim le 8 mars prochain? Ben, c'est sûr que les Ducks aimeraient l'échanger. Ça, c'est absolument garanti. L'agent de John Gibson, Kurt Overhart, qui essaie d'aider la cause. On veut vraiment le déménager, mais son contrat continue de faire peur aux équipes. John Gibson, je sais qu'il serait prêt à l'Edmonton. Il y a une clause de non-échange, mais il serait prêt à l'Edmonton. Les Oilers le voulaient, mais comme j'ai mentionné à Insider Trading hier soir à TSN, selon mes informations, les Oilers ne pensent pas que John Gibson, on s'améliore sur Stuart Skinner. Puis le contrat de John Gibson fait peur aux Oilers aussi. Fait que, qu'est-ce qui est vrai aujourd'hui? Peut-être pas vrai demain, mais qu'est-ce qui était vrai hier, c'est que les Oilers n'avaient pas de l'air l'équipe qui pensait de vouloir aller, qui pensait qu'il y avait un gardien sur le marché, était une grosse amélioration sur Stuart Skinner. Alors, on verra s'ils continuent de penser ça aujourd'hui et vendredi prochain. Les Hurricanes, après qu'ils ont fait la chance pour Migo Rantanen, ont comme décidé que peut-être qu'aller chercher un gardien, c'était moins important. Je pense qu'on voulait voir comment Frederik Andersen était pour son rendement après qu'il revient. Là, on l'a vu, ça fait quelques semaines qu'il est revenu. Ouais. Caroline, c'est peut-être encore une possibilité. Je te dirais juste parce qu'on sait, c'est un fait. Caroline et les Ducks ont eu plusieurs discussions l'été passé sur un échange pour John Gibson. Ça a été un peu plus sérieux comme discussion, je pense, que les gens savaient dans le temps. Ça n'a pas passé finalement. Là. Et je pense parce que les Ducks en voulaient trop en retour, mais c'est peut-être encore une discussion qui pourrait arriver entre Caroline et Anaheim. Intéressant. Je trouve ça spécial d'entendre
Les Hurricanes, on pense maintenant que c'est peut-être plus nécessaire. Moi, au contraire, je me semble que j'aurais l'opinion inverse. Tu y vas, vas-y à fond. Ouais. Vas-y pour de vrai. Ouais. Mais chacun sa philosophie. Puis si on marque plus de buts que l'adversaire, peut-être qu'on n'a pas besoin de faire les arrêts en arrière. Je veux t'entendre sur Ivan Provorov et les Blue Jackets de Columbus. Ça aussi, on en a parlé plus tôt cette saison. Puis tu m'avais dit, bon, probablement que quand Provorov, quand les Blue Jackets vont tomber au classement, à ce moment-là, on va échanger Provorov. Mais pour l'instant, il n'est pas sur le marché parce que c'est une belle histoire. Ben, c'est jamais arrivé que les Blue Jackets tombent au classement. Ils sont encore bien réels dans la course en série. Au moment où on se parle, ils sont dans une place d'équipe repêchée. Quel casse-tête pour Don Waddell, honnêtement, Pierre. Tu veux pas... S'il y a bien un endroit où est-ce que tu veux pas dégonfler les tires, c'est bien à Columbus cette saison avec tout ce qui est arrivé. Boone Jenner vient de revenir au jeu. On vient de battre les Stars de Dallas. Ce qui va arriver avec Ivan Provorov? Oh, c'est vraiment incroyable comme situation. J'ai fait un appel là-dessus hier et puis écoute, les Blue Jackets sont pas sûrs. C'est la réalité, là, c'est qu'ils sont pas encore sûrs. C'est une autre équipe où les résultats des matchs de semaine pourraient vraiment influencer cette décision. C'est incroyable quand tu y penses, là. Le problème, c'est qu'on a eu des discussions de contrat, puis ça a été vraiment... ils sont loin. Ils sont loin sur l'argent, ils sont loin sur les années. Alors, on pense pas qu'il y a une façon de trouver une place où on peut signer avant vendredi prochain. On verra, mais c'est ce qu'on pense présentement. Alors là, ça devient une décision. On peut vraiment échanger un gars qui joue 23 minutes par match quand on est 8e dans la conférence présentement. C'est vraiment difficile comme décision parce qu'en plus de tout ça, tu as l'émotion du vestiaire où les Blue Jackets, c'est incroyable qu'est-ce qu'ils ont fait cette année après la tragédie, le décès de Johnny Gaudreau. Tout le monde a dit qu'il n'y a aucune chance, cette équipe-là. Ils sont 8e. Ça, c'est de la vraie émotion. C'est une émotion qui... Ça fait partie de la culture de l'équipe. C'est tellement positif que ce qui se passe présentement au Columbus. Est-ce que tu veux enlever un morceau de ça? Quel message que ça donne à tes joueurs si tu fais ça? Mais de l'autre côté, c'est une jeune équipe qui continue de bâtir. Et puis si Ivan Provorov s'en va au marché, Provorov, le 1er juillet, tu ne reçois rien en retour, donc peut-être tu aurais pu aller chercher un choix de première ronde. Moi, je pense que c'est une des décisions les plus difficiles là, dans les derniers 10 ans dans l'National. Ah oui, je suis d'accord. Je ne sais même pas ce que je ferais, moi, présentement, si tu me demandes. Tu sais, je pense que mon émotion, c'est qu'on le garde, on veut faire des séries parce que ça serait tellement une belle histoire. Mais il y a un autre aspect dans cette décision-là, puis ça, c'est la décision la plus difficile de tout. Même si on fait les séries, est-ce qu'on bat Washington? Ben, écoute, Pierre, dis de même, j'ai pas d'argument. Dis de même, t'as raison, mais malgré ça, moi, je le garderais. Puis pour peut-être que tu m'écoutes pas à tous les matins, là. Je suis un énorme apôtre de la reconstruction. Là. Je passe mon temps à dire qu'il faut échanger Jake Evans et compagnie. Moi, je trouve que c'est hyper important, là, le futur, puis de bâtir. Mais la réalité des Jackets, c'est complètement différente. Parce que tu le dis, c'est pour tout ce que ça représente, c'est pour le cœur. Puis je pense que ça ferait du bien à la ville, ça ferait du bien à la base de partisans. Puis les Jackets, souviens-toi, il y a quelques années, Matt Duchesne, Martini Bernarine, on avait Bobrovski, on avait échangé à peu près 74 choix au repêchage pour affronter finalement le Lightning qui n'était pas battable en première ronde. Et on les avait battus. Ça s'est avéré être la première fois qu'on gagnait une série à Columbus. Un équipe de Lightning qui a gagné 62 matchs. Ouais, exact. Là. Mais c'était important pour les Blue Jackets. Pour eux, il fallait être capable de faire quelque chose en éliminatoire, puis finalement, ils y sont parvenus. Je le sais que c'est pas la décision qui est rationnelle, puis que dans 5 ans, on va pouvoir dire quelle erreur de ne pas avoir échangé Provorov. Mais je pense quand même qu'en ce moment, c'est la chose à faire. Ce que je trouve intéressant, évidemment, ça ne représente pas toutes les partisans des Blue Jackets. J'ai regardé, je ne fais pas toujours ça, là, mais j'ai regardé les commentaires sur mon article aujourd'hui. J'ai fait une mise à jour sur Provorov. Puis parmi les partisans des Blue Jackets, c'était pas mal 50-50 entre ceux qui voulaient le garder et ceux qui voulaient l'échanger, dépendant. Alors, évidemment, c'est pas 100% comme réponse. Parmi les partisans, parmi la direction, c'est très difficile. Si tu regardes ça dans 2 ans, puis il était au marché de juillet, tu n'as rien reçu. Ouf. Mais
Je suis d'accord avec toi. Je veux dire, l'émotion du moment, c'est pas rien. C'est peut-être quelque chose dans ton marché, puis même dans ton vestiaire, que tu peux bâtir avec. Tu sais, la fierté de ce que ton équipe est capable de faire dans les circonstances, quand il n'y a pas personne qui croyait dans vous autres. C'est vraiment ça, le sport, en fait. L'esprit du sport est capable de faire des choses incroyables. Alors, non, écoute, on ne peut pas critiquer les Blue Jackets si on décide de garder. Non. On ne peut pas. Non. Parce que Don Waddell se lève le matin, il veut l'échanger, il prend son café, il veut le garder, il s'en va à l'aréna, il veut l'échanger, il doit changer d'idée aux 5 minutes. Parce que ça doit être très difficile d'avoir un plan clair présentement. Puis je voudrais pas être dans ses souliers parce que c'est vraiment pas une décision évidente. Pierre, une autre chose là-dedans, les Blue Jackets ont 2 choix de premier ronde déjà pour cette année. Puis c'est pas un... Ça, c'est pas mon domaine, là, les jeunes espoirs, mais ça n'a pas l'air comme c'est un grand repêchage. Non. De qualité. C'est quoi... Qu'est-ce que ça te donne? T'sais, si tu reçois un choix qui va être 25e, disons, dans la première ronde, en plus de les 2 choix que tu vas déjà avoir, faut que tu penses à ça. Moi, je me demande, en fait, la vraie décision, si une équipe offre un choix de première ronde en 2026 au lieu. Mm-hmm. Parce que ça pourrait être la différence. Oui, bien, pour 2 raisons. 1, le repêchage va être plus fort. 2, tu ne sais jamais ce qui peut arriver à l'équipe. À la place d'avoir un choix 25, tu peux avoir un choix 14. Fait que ça aussi, ça y fait. C'est toujours plus payant dans ce cas-là. Cela dit, tu sais, les Blue Jackets, c'est un gars comme Caden Lindstrom que tu as repêché l'année dernière, 4e, des gros problèmes de dos. Fait que tu peux-tu vraiment te permettre de cracher sur des jeunes espoirs qui poussent? Ça va être intéressant à surveiller, puis ça sera pas facile, honnêtement. Tu l'as dit, décision pas évidente dans le cas de Don Waddell. Seth Jones a affiché ses couleurs hier avec les Blackhawks de Chicago. Des commentaires assez acerbes là, en point de presse. Il n'a pas mâché ses mots. Il a dit, écoute, c'est pas compliqué, on progresse pas, on est exactement au même niveau que depuis le début de la saison. Chicago, c'est pas évident. On avait décidé d'y aller avec une reconstruction assez complète pour mettre la main sur Connor Bedard. Ça a fonctionné. Maintenant, il faut rebâtir ça. Est-ce qu'on va rebâtir avec Seth Jones? Est-ce que Seth Jones va être échangé? Lui qui a quand même 5 ans de contrat à quoi? 9,5 millions? Ce sera pas 5 millions par année. Ce sera pas facile, ça, Pierre. Là. Ben, je peux te garantir que si Seth Jones se fait échanger, il ne sera pas à 9,5 millions par année avec sa nouvelle équipe. Ça va être un salaire réduit s'il se fait échanger. Ça, je suis 99% sûr. C'est la seule façon qu'on peut l'échanger, les Blackhawks. C'est encore un bon joueur, mais comme un DG m'a dit cette semaine, on le voit pas mal plus comme un 3-4 qu'un 1-2. Mais les 3-4, c'est important. C'est un gars qui peut encore jouer 20 minutes, des avantages numériques, de ton deuxième avantage numérique, etc. Mais c'est pas un gars qui vaut 9,5 millions, c'est sûr. Alors, si les Hawks sont prêts à réduire à 6,5 millions, disons, là, ça change le marché petit à coup. Parce que, tu sais, il y a 30 ans, un autre 5 ans, 6,5, le plafond salarial monte de façon assez agressif dans les prochains 3 ans. Je pense qu'il y a des équipes qui voient Seth Jones être correct à 6,5, même peut-être à 7. Mais ce qui est difficile là-dedans, c'est que premièrement, Seth Jones contrôle où il peut aller. Il y a une clause de non-échange à 100%. C'est la raison que son agent, Pat Brisson, est impliqué le jour là-dedans. Ça fait 3 semaines que Pat Brisson est impliqué là-dedans avec la direction des Blackhawks. Mais mon point, c'est que c'est pas comme si tu as 16 équipes. Premièrement, je pense que Dallas, son choix numéro 1, à Seth Jones. Il a vécu partie de sa jeunesse à Dallas, puis évidemment, c'est une équipe qui aspire à la Coupe. Mais évidemment, si la Floride rentre là-dedans, ou Tampa, je suis sûr qu'il y a d'autres équipes qui seraient prêtes à aller. Là. Mais c'est quoi son salaire quand il se fait échanger, s'il se fait échanger? Mais en retour de garder un partie de son salaire pour 5 ans et demi, là, les Blackhawks, ça change l'aspect de l'échange. Parce que si une équipe est prête à prendre Seth Jones à 9,5 millions par année, c'est quasiment, tu reçois quasiment rien en retour, la réalité. Là. C'est vraiment le fait que le contrat s'en va. Mais là, si tu gardes 2 à 3 millions par année pendant 5 ans et demi, là, tu as le droit chez les Blackhawks de dire, je veux ce jeune joueur-là, ou je veux ça.
Ça change le contexte de la négociation avec l'autre équipe. Alors, on verra où que ça va. Évidemment, les Stars, la blessure de B.R. Iskinen est à long terme. C'est pas sûr qu'il va être prêt pour le début des séries, d'ailleurs, dans les dernières nouvelles. On a de l'espace avec le plafond salarial de faire des choses si on veut à Dallas. Malgré du fait qu'on a déjà été chercher Cody Ceci et Michael Granlund de San Jose avant les 4 Nations. Mais c'est pas garanti qu'il se fait échanger. C'est ça la réalité, finalement. C'est que c'est peut-être un échange qu'il doit attendre cet été lorsqu'on peut peut-être amener d'autres équipes là-dedans avec le nouveau plafond salarial. Ouais. Alors, on verra bien. Parce que le problème, c'est que si tu acquiers pas un joueur de location, c'est que faut-tu le budget pour les prochaines saisons. Fait que si tu ramasses, je comprends bien que 6.5, c'est pas 9.5, mais t'as Wyatt Johnston aussi qui s'en vient avec les Stars. Fait que faut que tu penses à ça. Ouais, Jamie Benn, Jamie Benn, ouais, on s'entend que Jamie Benn n'aura pas le contrat qu'il a en ce moment et Wyatt Johnston, parallèlement aussi, à l'inverse, n'aura pas le même contrat qu'aujourd'hui. Mais ça va être intéressant à surveiller. Pierre, j'en ai une petite dernière pour toi avant de te laisser aller. Yannick Gourde a été opéré dernièrement, fin janvier. S'était blessé là, tout juste après le 1er janvier dernier. Recommence à patiner, recommence à s'entraîner. On surveille ça de près chez les équipes parce que Yannick Gourde, c'est un gagnant. 2, c'est un joueur qui peut amener de l'énergie, qui est capable de faire la différence. Puis je trouve que c'est exactement le genre de joueur que tu as besoin pour faire l'acquisition à la date limite. Pas nécessairement les top guns, mais les joueurs qui sont capables d'être complémentaires à une formation. Puis ça rentre bien dans cette catégorie-là. Il attire les regards, Yannick Gourde? Il attire beaucoup de regards parce qu'il y a bien des équipes qui étaient inquiets lorsqu'il y a eu sa chirurgie le 31 janvier. Le Kraken avait annoncé ce jour-là que c'était le 5 cette semaine. Sa période pour revenir. Vendredi prochain, le 7 mars, ça va être 5 semaines sur le jour. Il patine déjà. Et puis, il espère de jouer, de ce que je m'ai fait dire hier, il espère de jouer le 4 mars, ça c'est mardi. Pas garanti, par exemple. Évidemment, les docteurs doivent dire oui, etc. Mais le timing est assez important. Ça arrive à chaque année que tu as un joueur de même, là, qui revient d'une blessure, les équipes se demandent, qui sont prêts à payer, puis c'est toujours important de le voir jouer, même si on sait que ça ne sera pas son meilleur, s'il joue mardi prochain. Mais ça serait quand même important pour ses chances de se faire échanger, parce qu'il y a des Gourde, depuis que je me fais dire, absolument, veut se faire échanger, il va aller jouer avec une équipe dans les séries. Il a gagné 2 coupes à Tampa, on le sait. Je suis totalement d'accord avec toi. Moi, c'est un des joueurs qui est comme en dessous du radar, qui pourrait vraiment aider une équipe quand tu reconnais son expérience et la façon qu'il joue dans les séries éliminatoires, ce gars-là. Tu sais, je vais prendre les Leafs comme un exemple. Là. C'est sûr que ce qu'on sait, c'est que Toronto, là, leur numéro 1, c'est Brayden Schenn. On veut vraiment aller chercher Brayden Schenn chez les Maple Leafs de Saint-Louis. OK, c'est correct, mais ça, c'est une transaction qui est compliquée. Les Blues n'ont pas besoin de l'échanger. C'est pas un joueur d'occasion. Fait que là, peut-être numéro 2, c'est pas vraiment Scott qui n'est pas joueur d'occasion. Mais tu sais, ça se peut que tu n'es pas capable d'aller chercher tes premiers 3-4 gars sur ta liste, c'est Toronto, mais tu as besoin d'un centre. Les Leafs doivent aller chercher un centre avant la date limite. Yannick Gourde, moi, je pense que ce serait parfait si les Leafs ne sont pas capables d'aller chercher Schenn ou Lawton parce qu'ils jouent le style de jeu que Brad Treliving et Craig Berube adorent. C'est un rôle parfait sur la 3e ligne où il y a eu un trou toute la saison à Toronto. Ils jouent dur dans la série, etc. Je l'aimerais aussi à Edmonton. Pour leur 3e ou 4e ligne, j'aimerais bien voir Edmonton. Mais il y a bien des équipes que tu peux faire le cas pour lui. D'ailleurs, même temps pas. Ah oui. Alors, c'est sûr, Yannick Gourde, c'est un peu ça que je veux dire. C'est une pièce passe-partout. Il ne vient pas chambouler ton unité d'avantage numérique. Il n'y a pas personne qui va babouner parce qu'il va prendre du temps de glace de premier trio. Il va juste venir aider à la cause de l'équipe qui va faire son acquisition. Puis moi, je lui souhaite parce que c'est un gars de chez nous puis c'est un méchant bon gars à part de ça. C'est sur ubet.io que vous pouvez parier sur les matchs de la Ligue nationale de hockey. 100% des matchs sont disponibles sur ubet.io. Merci Pierre. Bonne prochaine semaine. Ça va être mouvementé. Là, tu n'as pas le droit de prendre de vacances. Puis pogne pas le virus de Josh Morrissey non plus. Là. On a besoin de toi en forme. Là. C'est bon? Je pense que le vin que je bois à la fin de semaine m'aide à ne pas pogner le virus. C'est ma théorie. Pas sûr si c'est scientifique, mais en tout cas. Je vais en parler à ma blonde. Salut Pierre, bonne semaine. On se reparle la semaine prochaine et je vous laisse sur un extrait de processus. Des belles passes où il enfilait l'aiguille, que ce soit dans sa zone ou en zone adverse. J'ai vu un gars qui était impliqué et qui a une grosse présence physique. C'est un joueur très intelligent. C'est le genre de joueur, d'après moi, de défenseur que tu jumelles à un défenseur offensif qui va pouvoir te donner
20, 22, 25 minutes par match dans toutes les situations. Peut-être moins le jeu de puissance, mais ça peut-être une deuxième unité un jour. Mais certainement, le désavantage numérique. J'ai l'impression que Reinbacher va valoir son pesant d'or. Ces défenseurs-là ne sont pas disponibles si facilement non plus. J'ai cherché depuis mercredi d'essayer de trouver une image pour aider les gens peut-être à se faire une idée. Tu te souviens d'Éric Desjardins? Tu sais, c'était pas le gars le plus spectaculaire. C'est un gars efficace dans toutes les situations de jeu. Mais le Canadien ne s'est jamais remis de la perte de Desjardins. Parce que défensivement, c'était le ciment de la défense.